Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, car vous vous faites rare dans les médias, notamment à la télévision. Et je crois même que c'est la première fois que vous participez à une émission politique aussi longue. Vous êtes un peu la discrète de ce gouvernement. Je suis au travail. Mais c'est rare, hein, les ministres qui s'expriment peu, qui ne font pas d'esclandre, qui ne se font pas remarquer. J'ai eu beaucoup de chantiers, beaucoup de travail qui m'ont occupée au début de mes fonctions. Mais je suis ravie aussi d'avoir l'occasion de m'exprimer dans la presse, m'exprimer parfois à la télévision. Mais je préfère ne pas le faire quand je n'ai rien à dire. Alors, quand on prononce votre nom dans les milieux de la culture, avec de grands guillemets, il y a quand même, on déclenche des mous dubitatifs. Alors, pas en raison de votre personnalité ni en raison de votre travail, mais ce qui sème un peu le doute, c'est le moment de votre nomination. Moins d'un an avant la fin du quinquennat, 3 ministres de la Culture en un quinquennat, on a un peu l'impression, enfin on se demande, c'est la réaction que j'ai pu remarquer, qu'a-t-on le temps de faire en moins d'un an à la tête du ministère de la Culture, ou est-ce que cette nomination est en fait purement de façade? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée tout au début, effectivement, à cause du temps. Et je crois que les faits répondent à ce qui s'est passé déjà depuis ma nomination en février. Il y a eu énormément de chantiers importants qui ont été menés. Je pense à celui des intermittents du spectacle, par exemple, qui s'est déroulé, s'est conclu heureusement en avril puis en août. Je pense à tout ce qui a été aussi la culture pendant cette période terrible où la France a été attaquée pendant les attentats, où il a fallu s'organiser, réagir, faire en sorte par exemple que les festivals de cet été se tiennent. Donc je crois qu'à tout moment, il y a des chantiers importants, il y a une loi importante sur la création, sur la liberté de création aussi. Cette loi sur la liberté de la création dans l'architecture et dans le patrimoine, elle a abouti. Après un travail en commission très riche, un travail à l'Assemblée très constructif, et on en a très peu parlé. Finalement, on se dit que quand le gouvernement arrive à créer le consensus, on n'en parle pas du tout. C'est possible qu'il y ait une petite déformation dans ce qui ressort et dans l'écho médiatique, mais sur le fond, je pense que c'est un travail très important et qui va porter dans la durée. Parce que défendre la liberté de création, défendre le patrimoine, promouvoir l'architecture du quotidien pour tous les Français, c'est quelque chose qui va porter dans les années qui viennent et finalement, c'est ça qui compte. Mais les Français le savent, ça? Parce que vous êtes quand même, je rappelle, ministre de la Culture et de la Communication. On a l'impression que vous ne communiquez pas beaucoup, y compris sur vos réussites. Alors, la ministre de la Communication, c'est pas forcément la ministre qui parle le plus. Communique, voilà. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est s'occuper notamment des médias. Et là aussi, nous sommes au travail pour défendre l'indépendance des médias, alors que c'est tout à fait nécessaire. Alors, sur cet accord avec les intermittents, vous avez parlé à plusieurs reprises d'un accord historique, mais c'est un accord qui ne comble pas le déficit structurel du régime des intermittents. C'est toujours un régime pour lequel, pour 1 euro cotisé, on dépense 4 euros, enfin on verse 4 euros en indemnité. L'État va devoir intervenir, d'ailleurs, pour abonder un fonds d'aide à la formation, et ça va commencer là, en octobre, à hauteur de 90 millions d'euros par an. Et les économies prévues par ce nouvel accord sont à peu près moitié moins ce qu'il fallait, puisqu'on est entre 80 et 93 millions d'euros au lieu de 185. Non, je crois que c'est un accord historique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait des revendications et des droits, des injustices dans le système depuis 13 ans, qu'aucun gouvernement n'avait réglé. Donc c'est quand même important. Et pour la première fois aussi... Ni de droite ni de gauche. Alors. Ni de droite ni de gauche. Depuis 13 ans, il y a eu de la gauche. En tout cas, c'est la gauche au pouvoir. C'était depuis 2003 qu'il y avait un accord qui était bancal en réalité. Et nous l'avons changé de façon pérenne. Et cet accord, non seulement il donne des droits nouveaux et plus justes, plus adaptés, je dirais, au fonctionnement du spectacle, du monde du spectacle, mais il produit aussi des économies. Il est responsable, il produit une centaine de millions d'euros d'économies. Et ce que fait l'État à côté, c'est qu'il s'engage par un fonds que je présenterai au moment de mon budget pour consolider l'emploi pérenne, pour aider à l'embauche de jeunes dans le secteur, pour avoir des contrats plus longs. Ce n'est plus d'intermittence. C'est soit de l'intermittence plus longue, soit de l'emploi pérenne, parce que parfois, il y a des emplois qui sont un petit peu à la frontière entre les deux. Et justement, pour avoir un système juste, durable, il faut aussi le limiter au cas où c'est véritablement justifié. Alors, vous parlez des gouvernements depuis 13 ans, évidemment depuis 2002. Est-ce qu'on ne pâtit pas aujourd'hui d'un manque d'initiative, d'un manque de décision politique de l'équipe Jospin jusqu'en 2002? Comme sur les retraites, ils ne se sont pas
cette équipe, elle ne s'est pas attaquée au dur de la réforme des retraites. Elle a préféré laisser le travail au gouvernement de droite suivant. Est-ce que la gauche de 97 à 2002 ne pêche pas également par manque d'ambition sur le règlement de cette question des intermittents qui était déjà prégnant? Non, je ne partage pas du tout cette analyse. Au contraire, il y a eu d'importantes réformes entre 97 et 2002 sous le gouvernement de Lionel Jospin. Mais c'est en réalité ce qui s'est passé après, en 2003, où il y a eu ce mauvais accord. Un mauvais accord qui a ensuite, je dirais, creusé des failles dans ce système, et un système qui n'a pas été défendu, qui n'a pas été expliqué, qui n'a pas été réformé. Mais c'est bien à partir de 2003. Vous dénoncez souvent ce que vous appelez le désengagement insidieux de plusieurs collectivités qui n'assurent plus le même niveau de subvention à des grands événements culturels. Les collectivités vous répondent, mais on voudrait bien, mais la dotation de l'État a baissé et il faut bien pouvoir faire des économies. C'est normal que les collectivités fassent des économies. Ce que je dénonce souvent, c'est plutôt les choix qu'elles font pour certaines. Certaines qui ont le même niveau d'économie à faire font le choix de la culture. Il y a des exemples probants, réussis. Je peux vous citer Lille, je peux vous citer la ville de Clermont-Ferrand, par exemple, qui s'engagent, qui continuent et qui en font aussi un atout de développement économique, dans les mêmes conditions économiques et financières que les autres collectivités. Mais ce qu'on voit aussi apparaître, c'est un prétexte souvent d'autres collectivités pour se désengager, alors qu'elles pourraient continuer à intervenir. Et comme par hasard, ça tombe très souvent sur l'art contemporain, sur le spectacle vivant, sur ce qui est, disons, l'art le plus disruptif. Baisse de dotation de l'État, c'était déjà le cas avant ce quinquennat. Baisse du budget du ministère de la Culture. Il a été assez stable entre la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et le début du quinquennat de François Hollande. On a d'ailleurs reproché à François Hollande d'avoir pas été un peu plus ambitieux. Il est un peu monté, redescendu, il se stabilise autour de 7 milliards d'euros. La gauche ne fait pas mieux que la droite pour la culture au pouvoir. Il faut voir la situation, je crois, qui a été celle du début de mandat de François Hollande. Dans le mandat précédent, les dépenses publiques sont passées, la dette publique est passée de 60% à 90% de notre PIB. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'on faisait peser notre politique publique sur nos enfants, sur nos petits-enfants, voire sur les enfants de nos petits-enfants. Donc il y a eu un effort d'assainissement, je dirais, des finances publiques en début de mandat, et la culture y a contribué. Quoi, la culture? Après cet assainissement général des finances publiques, avec un impact limité, mais un impact, c'est vrai, sur le budget de la culture, il y a eu une stabilisation, puis une augmentation substantielle pour cette année 2016, et là, fin septembre, je vais présenter un budget avec une forte augmentation parce que nous avons des besoins notamment pour l'éducation artistique et culturelle. Et le budget de la culture va dépasser 1,1% du PIB, du budget de l'État, pardon. Et c'est un élément nouveau. C'est une annonce ferme, les arbitrages sont déjà rendus. Absolument, et j'aurai l'occasion de le présenter en détail après le passage au Conseil des ministres fin septembre. Donc l'augmentation de ce budget sera en proportion de combien ? Une augmentation substantielle, notamment pour ce fonds pour l'emploi. Et donc, substantielle, 5%, autour de ce niveau. Autour d'un niveau de 5%. J'ai une petite séquence à vous montrer. Ce sont deux lycéens qui se parlent, qui échangent. Bon, je pense qu'au-delà de 30 ans, on peut se sentir un peu largué, mais pas forcément. Peut-être que vous êtes tout à fait à la page. Et regardez. Moi, j'ai attrapé un Evoli. Ouais, mais il en faut plein pour faire évoluer. Ouais. Moi, j'ai bien un Aquali, mais bon. Bon, alors, c'est quoi un Evoli? Vous avez compris de quoi on parle, évidemment. Oui, moi, je connais mieux Pikachu que tous ces êtres. Voilà. Là, c'est un vrai phénomène de société. Oui. C'est Pokémon Go. C'était lancé, vous vous rendez compte, en juillet simplement dernier, donc il y a quelques semaines. Et des millions de Français les ont adoptés. Moi, je ne le pratique pas, mais j'ai souvent croisé effectivement les gens dans la rue, le nez sur leur portable, se promener en recherchant à capturer ces. Mais pour vous, c'est déprimant ou c'est revivifiant? Oh, ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il y a un instinct du jeu, une envie du jeu, qui est celle de la chasse au trésor, qui est celle de la chasse aux œufs. Je dirais tout ça va ensemble. Et là, ce qui est assez fascinant, c'est le faire dans la réalité, ce mélange entre le monde de la réalité et la virtualité, cette réalité augmentée. Donc ça fait sortir les gens dans la rue, se rencontrer, parfois le faire dans des lieux qui ne sont pas appropriés. Il y a eu suffisamment de polémiques là-dessus, mais ça peut être aussi pour les emmener dans des lieux culturels. Je sais que l'éditeur de jeux l'avait mis dans son parcours. Après, ça pose une autre question que pour l'instant on ne se pose pas, mais qui un jour viendra sur ce jeu-là aussi, comme pour d'autres, c'est qu'est-ce qui se passe avec toutes les données sur notre vie privée, nos déplacements qui sont collectés?
que l'on cède sans s'en rendre compte, qui en réalité valent de l'or dans l'univers du numérique et qui posent aussi des questions de respect de la vie privée. Pokémon Go à l'école, c'est oui ou c'est non? Moi, je pense qu'à l'école, on travaille, c'est tout. Pokémon Go dans les musées? Dans les musées, il y a déjà de la réalité augmentée qui existe. Par exemple, à Cluny, où on peut découvrir le Moyen-Âge reconstruit. Donc, les éléments, je pense, de modernité qui donnent aussi un accès différent. On voit les enfants qui aiment jouer avec les tablettes dans les musées. Il faut simplement que ce soit fait, non pas pour les distraire du musée, mais pour au contraire les faire aller vers les œuvres, vers la connaissance. Un petit peu de politique pure et dure, on va dire, avec la semaine qui a été marquée par le discours de François Hollande sur le terrorisme. On écoute un extrait de ce discours et ensuite votre réaction. Oui, je ne laisserai pas, là encore, l'image de la France, le rayonnement de la France, l'influence de la France s'altérer lors des prochains mois ou des prochaines années. Nous sommes la France, mesdames et messieurs, nous sommes la France et je vous l'assure, la démocratie est notre arme et notre âme. Et c'est ainsi que nous vaincrons le terrorisme. Vive la République et vive la France. Alors on a retrouvé un François Hollande très offensif, très lyrique, qui place les idées au-dessus de débats bassement politiciens. Et vous a tellement rasséréné, tellement rassuré que vous vous dites prête à vous lancer vous-même en politique devant le suffrage universel. Je pense que c'est un discours important parce qu'il, justement, ce qu'on attend aussi de la politique, c'est pas uniquement des mesures techniques, des budgets, c'est pas ça, c'est aussi de dire quelles valeurs on défend et où est-ce qu'on va tous ensemble, quel est notre projet commun. Et c'est ce qu'il a décrit, je crois, très bien dans ce discours, à un moment où c'est nécessaire, puisqu'on a des discours, pour moi, plus de division dans une période extrêmement fragile pour la France, extrêmement délicate, une période critique. Et ce discours de rassemblement, de cohésion, je pense qu'il peut porter, au-delà du cercle politique, qu'il peut porter aussi les Français pour qu'ils aient ce cap global et qu'ils sachent où ils vont. Et pourtant, encore aujourd'hui, sondage publié par nos confrères du JDD, quand on demande aux Français à quel leader politique, femme ou homme, ils font le plus confiance pour faire face à la menace terroriste, ils répondent Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls. François Hollande arrive vraiment dans le trio de fin de ce sondage, alors qu'il est le chef de l'État, le chef des armées, il est aux commandes, il a vécu, comme tous les Français, les attaques de 2015 et de 2016. Il ne convainc pas les Français de sa capacité à les protéger. C'est un sondage. Moi, je crois au contraire que les Français lui sont grés, je pense, aux événements de janvier 2015 qui ont tant choqué la France. Je crois que la façon dont ça a été géré par le président de la République a été cruciale pour la France, qui aurait pu à ce moment-là se diviser, qui aurait pu aussi à ce moment-là douter d'elle-même. Vous trouvez qu'elle n'a pas été divisée, qu'elle ne s'est pas divisée? À ce moment-là, justement, je ne trouve pas. Et là où je pense qu'il y a une vraie différence, c'est qu'après ce qui s'est passé à Nice, cet attentat terrifiant et terrible, les paroles politiques, notamment à droite, ont été pour moi celles de la division, alors qu'il fallait rester unis, il fallait avoir une cohésion Le débat forte. sur la déchéance de nationalité qui était avant l'attentat de Nice, il n'a pas participé à cette fragmentation de la population, selon vous? De la population, en tout cas sur le front politique, on a bien vu qu'il n'y avait pas de consensus pour le faire et la piste a été abandonnée assez vite. Je crois pas que ce soit ça qui crée... Ça nous a quand même valu 3 mois de débats très importants qui ont manifestement fait de gros dégâts dans la gauche, au sein de la gauche. Voilà, au sein de la politique, c'est tout à fait possible, mais je pense qu'au sein de la population, ce n'était pas le vrai débat en réalité. Le week-end a été marqué par l'union de l'opposition de la gauche, justement l'opposition de gauche à la gauche au pouvoir, union au moins pour fustiger la politique de François Hollande. On va réécouter Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et Pierre Laurent, puis on entendra Jean-Luc Mélenchon, c'était à la fête de l'UMA. C'est important que ceux qui portent une alternative à gauche se parlent, se rencontrent, discutent. Il y a des différences, il y a aussi des convergences. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse. Mais oui, et je vais continuer. En tout cas, si la fête de l'humanité peut être une étape utile dans le dialogue entre ces forces politiques, elle aura pleinement joué son rôle. Monsieur Hamon, c'est futur allié Arnaud Montebourg? Que des
alliés ici. Il n'y a que des alliés. Mais vous êtes tous les deux candidats, vous êtes aussi rivaux pour l'instant. Oui, non, mais ça ne nous a pas échappé, mais je pense qu'il n'y a que des alliés. Alors, convergence pas si sûre, écoutez Jean-Luc Mélenchon maintenant. Je dis à Pierre, je lui dis, écoute, tu fais bien comme tu veux, tu fais du trotskisme des années 70, tu mets au pied du mur chacun, lui dire, est-ce que vous voulez l'unité, tout ça, tout ça. Qui est-ce qui va dire non? Tout le monde est pour l'unité, mais sur quelle base? Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, je ne dis pas que Pierre veuille prendre les gens pour des imbéciles, mais les gens réfléchissent, ils ont bien compris, mais ce qu'ils ne comprennent pas, ils mélangent tout. On dit, il y a trop de candidats à gauche. Montebourg, Hamon, Duflot, ben, attendez où vous allez, ils sont candidats à une primaire. Ils ne sont pas candidats à l'élection. À la fin, il n'y en aura plus qu'un, Hollande. Ou je ne sais pas qui, un avatar, peut-être Macron, ou Valls. Donc il faut être sérieux. C'est joué d'avance, cette histoire-là. Alors, est-ce que l'opposition de gauche à la gauche au pouvoir fait le travail de l'opposition de droite? Est-ce qu'ils font le même jeu? Je pense qu'en ce moment, ils ont des débats et ils ont bien le droit de les avoir au moment où se prépare ce moment que sera les primaires. C'est légitime. Après, il y a un moment, il faudra qu'on sache ce qu'on veut et quelle France on veut dans l'avenir. Et là, ce ne sera plus un sujet de parcours individuel, de destin individuel, mais il y aura un moment où on connaît le côté binaire de l'élection présidentielle et il faudra bien savoir quelle France on veut. François Hollande doit participer à cette primaire en tant que candidat? C'est la place d'un chef de l'État? C'est sa décision et son choix. Il s'est exprimé déjà là-dessus. Alors cette semaine, le gouvernement lançait une grande campagne contre le sexisme. Je sais que vous y souscrivez. Ça veut dire quoi, le sexisme, le mot sexisme, selon vous? Pour moi, c'est cette accumulation de préjugés qui se trouve d'ailleurs aussi souvent intégrés par les femmes et qu'on ne voit plus, qui est invisible et qui pourtant est très présent. Et l'idée, c'est de le mettre à jour, de le dévoiler pour essayer d'influencer nos propres comportements. Et être féministe en 2016, ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, dans ma fonction, il y a beaucoup à faire dans la fonction de ministre de la Culture. Et pour une femme de 43 ans qui est dans la vie, dans la modernité, qui pourrait considérer que tous ces débats-là sont peut-être dépassés? Pas du tout. Je ne le considère pas du tout. Et dans ma vie professionnelle, je me suis rendu compte d'ailleurs que très souvent, et c'est peut-être pour moi le point essentiel, c'est chez les femmes qu'il faut faire changer les mentalités. Parce que souvent, les femmes s'empêchent. Je le vois pour, par exemple, les nominations s'empêchent d'être candidates. Je le vois quand je dirigeais des équipes. Se font parfois la violence de séparer la carrière professionnelle forcément au détriment de la maternité, de la vie privée. Il faut leur dire qu'elles peuvent faire tout ça et il faut leur montrer qu'elles en ont les capacités.